Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 9 juillet 2019. C'est parti pour votre JT au sommaire ce soir. Une manifestation qui dégénère après la mort d'un homme pendant son expulsion jeudi 4 juillet. Des citoyens ont manifesté pour le droit au logement. Manifestation qui s'est invitée au conseil municipal avant d'être sévèrement repoussée par des agents de police. Et puis, on partira du côté de Taninges, en Haute-Savoie, où des fouilles archéologiques sont en cours. Le but, mettre à jour des vestiges situés du côté de la Chartreuse de Mélan. Découverte après découverte, les archéologues espèrent en apprendre un peu plus sur un passé encore enfoui. La manifestation pour le droit au logement a dégénéré ce lundi. 120 personnes selon la police, entre 150 et 200 selon les manifestants, se sont réunis ce lundi pour dénoncer la mort d'un quinquagénaire la semaine dernière lors de l'expulsion de sa famille à Chambéry. Après s'être introduits dans la salle du conseil municipal, les manifestants ont été évacués manu militari par la police. Les explications d'Alex Boucher. Un drame dans le petit quartier Bellevue, à Chambéry. La mort d'un homme expulsé avec sa femme et ses enfants, déjà expulsé 2 fois auparavant par les policiers. L'homme souffrait de problèmes cardiaques. Il aurait fait un premier malaise dans les escaliers, puis un second dans la voiture des policiers, qui ont tenté un massage cardiaque sans succès. La scène, parce qu'on a entendu, c'est des cris, des hurlements, parce qu'ils ne voulaient pas être expulsés. Mais bon, c'était la 3e fois qu'ils intervenaient. Cardiaque, non, mais je savais qu'il avait des problèmes de santé, oui. Pour protester contre les expulsions, une manifestation a été organisée lundi 8 juillet devant la mairie de Chambéry. Une centaine de personnes étaient présentes et ont observé 1 minute de silence pour l'homme décédé. Une mobilisation pour en finir avec les expulsions. Nous souhaitons simplement poser la question de l'expulsion. Et ça devrait alerter tous les responsables politiques. Comment on peut procéder différemment, puisque ce n'est pas le premier cas non plus. On demande qu'il y ait justement un accompagnement social très fort pour éviter que les personnes qui sont en surendettement se retrouvent aussi en dehors de la vie sociale. Après des prises de parole fortes. Combien de morts il faudra? Et on a obligé les gens à revenir dans l'appartement. Les enfants pleuraient. Les manifestants sont entrés dans la mairie et ont envahi le conseil municipal. Non, non, non! Le maire demande alors à la police l'évacuation des manifestants. Les policiers s'exécutent. Selon la préfecture, une militante a été placée en garde à vue. Des causes peuvent être justes, belles, nobles, d'autres le sont moins, peu importe. Rien n'explique que vis-à-vis d'une assemblée élue démocratiquement, certains d'extrême gauche aient de tels comportements, des comportements volontaires qui doivent être dénoncés publiquement. Moi, j'ai communiqué au conseil municipal les éléments que j'avais de mes services qui montrent qu'un accompagnement avait été mis en place depuis plusieurs mois auprès de cette famille et que toutes les tentatives d'aide s'étaient soldées par des échecs et par un refus du principe même de l'aide. Selon le maire, qui est aussi le vice-président de Cristal Habitat, le bailleur social qui gère le logement squatté par la victime, le dialogue avec Lac d'Arbet était impossible. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, est actuellement en cours. Et j'ajoute que Michel Dantin, le maire de Chambéry, a décidé ce mardi matin d'annuler l'inauguration festive des premiers bâtiments rénovés du quartier de Bellevue à Chambéry, qui devait se tenir ce mardi soir à 19 h sur la place Anatole France. Un nouveau mode de déplacement à Annecy. Cet été, un service de navette lacustre Lac d'Annecy Express est mis en place pour rejoindre les différentes plages d'Annecy. Le service est complété par 2 lignes de bus. Le but, se déplacer sans sa voiture et valoriser des modes de transport durables. On écoute Jean-Luc Rigaud, le président du Grand Annecy, et Guylaine Alantaz, conseillère communautaire en charge du tourisme du Grand Annecy, au micro d'Inès Guillemot. C'est une demande forte de la population, on le sait, lorsqu'on a construit le projet Imagine le Grand Annecy, la volonté de se déplacer autrement, la mobilité autrement. Et comme on est également engagé dans la volonté de faire changer la relation des moyens de transport à l'ensemble des habitants, pour prendre en compte aussi l'environnement, le changement climatique, laisser les voitures au fond, eh bien, ça nous a encouragés à traiter avec Taxiway, à faire un appel d'offres, une consultation et améliorer l'usage du bateau. En période estivale, à titre expérimental. Nous espérons que la bonne fréquentation de ce dispositif fera que, d'une part, nous pourrons le renouveler l'an prochain et que, d'autre part, nous pourrons desservir
d'autres communes du Tour du Lac qui ne seront pas desservies cette année, malheureusement, mais on ne pouvait pas faire autrement pour cette année. Une petite fille se bat pour la vie. Depuis plusieurs mois, la famille d'Amy, atteinte de la maladie de Sandoff, maladie rare qui ne laisse aucune chance de survie à l'enfant après 4 ans, se bat et n'a de cesse de se mobiliser pour récolter des fonds qui doivent lui permettre de bénéficier d'un soin médical à l'étranger. Dernière mobilisation en date, des étudiants en alternance dans une enseigne de grande distribution à Megève se sont mobilisés toute la journée pour venir en aide à la petite fille. Reportage de Jean-Paul Crespi. Les mobilisations se multiplient depuis plusieurs mois pour venir en aide à Amy, seul enfant actuellement en vie en France, touché par la maladie de Sandoff. Une maladie rare, un cas pour 130 000 naissances en Europe, une maladie orpheline qui se traduit par une dégénérescence du système nerveux central et une espérance de vie qui ne peut dépasser 4 ans sans solution thérapeutique. Dernière mobilisation en date pour apporter leur soutien à Amy et à sa famille, les apprentis en fin de formation d'une grande enseigne de distribution installée à Megève. Il faut mobiliser. Alors la mobilisation, elle est sur Megève aujourd'hui, mais la mobilisation, elle va se faire aussi par la suite sur les réseaux sociaux. C'est le début d'une chaîne qui va prendre de l'ampleur. Une très belle cause, je dirais même, parce que c'est une vie qui est en jeu et la cause n'est pas du tout futile, quoi. Au contraire, elle est très importante et même, je dirais, nécessaire. Être atteinte de ce genre de maladie à cet âge-là, si jeune, c'est vraiment dommage. Il faudrait qu'elle puisse pouvoir découvrir la vie. Donc si on a la possibilité de lui permettre de vraiment profiter de la vie, de découvrir la vie, ça serait vraiment formidable. À ce jour, des essais cliniques européens pour combattre cette maladie sont mis en place à l'université de Cambridge à Londres. Autre espoir, un laboratoire américain a officieusement testé un traitement en clinique comme remède à la maladie sans effet indésirable pour l'enfant. La famille d'Amy voit cette solution comme la dernière chance à saisir, mais son coût financier à plus d'1 million d'euros est un sérieux frein pour la famille, un frein qu'il faut lever grâce aux dons et à la générosité. C'est l'urgence du combat. Ça touche un enfant. Je veux dire la mort d'un enfant, parce que oui, le mot mort, il est là, il est présent autour de nous. C'est pas dans l'ordre des choses. Un parent qui met un enfant au monde, à 6 mois, on vous annonce, dans 4 ans, le bébé n'est plus là, le monde s'écroule. Donc plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile. Donc il devient vraiment urgent de nous aider à pouvoir emmener Amy aux États-Unis. Pour Amy, qui est âgé de 3 ans, l'urgence de sa situation nécessite une mobilisation rapide et sans retenue. Une mobilisation pour lui permettre de prolonger son combat pour la vie. Depuis le 1er juillet, un chantier archéologique a vu le jour à la Chartreuse de Mélan. De 2002 à 2014, de nombreuses études ont mis en évidence un grand potentiel archéologique sur le site Jacquemart. Les fouilles font remonter à la surface ce qui ressemble à un monastère médiéval de Chartreux. Tout au long du mois de juillet, une équipe d'archéologues cherche des vestiges du site. Reportage de Camille Rivollet. Pelle, pioche et pinceau, la quinzaine d'étudiants bénévoles s'activent dans le site archéologique au pied de la Chartreuse de Mélan. À partir de 2018, on a fait des sondages, 2 sondages qui se sont révélés extrêmement positifs, donc avec plein de murs, plein de stratigraphies. Et donc cette année, on a réouvert, mais très largement, pour comprendre toute l'occupation du cloître des pères chartreux qui étaient à Mélan. Une fois découverts, les vestiges vont faire l'objet d'études poussées. La mire comme ça, et le nord, t'es dans une église. Par là. Des relevés photographiques, photogrammétriques et laser scanner enregistrent toutes les données afin de réaliser un schéma 3D du monastère. La Chartreuse de Mélan, avec ses quelques 700 années, est un témoin de l'histoire. C'est un site qui a une longue vie, 12e, 18e siècle, c'est la vie du monastère. Puis après la Révolution française, ça a continué d'être occupé. Donc forcément, c'est un site qui est extrêmement perturbé par les niveaux contemporains. C'est pour ça qu'on voit des canalisations en PVC. Tout simplement, c'est un site qui vit encore. Donc forcément, on a tout ce qu'il faut pour perturber les niveaux archéologiques. Mais ça ne nous empêche pas de comprendre quand même la stratigraphie. On fouille tout de suite le XXe siècle, comme ça on se débarrasse du XXe siècle et on va s'intéresser après petit à petit au XIXe, au XVIIIe, au XVIIe, etc. On va redescendre
on fait la chronologie en sens inverse. Le site archéologique de Taninges va être réenfoui à la fin des recherches pour conserver les ruines dans les meilleures conditions possibles. On est dans des vestiges qui sont extrêmement complexes et très peu connus, c'est-à-dire que la chartreuse de Mélan, il y a 17 chartreuses de femmes au monde, c'est la seule qui est fouillée actuellement. Il y en a une autre qui a été fouillée dans le Pas-de-Calais pendant 10 ans et les vestiges de la chartreuse du Nord-Pas-de-Calais ont été également rebouchés pour pouvoir les préserver parce que toute cette architecture monastique des femmes est absolument méconnue aujourd'hui et donc si un jour on veut revenir sur le terrain et revérifier nos hypothèses, il faut les conserver. Donc c'est une des raisons pourquoi on rebouche systématiquement. Les fouilles qui durent jusqu'au 30 juillet sont financées par le département de la Haute-Savoie, le ministère de la Culture et le département Harare de l'université Lyon 2. À noter que tous les jeudis du mois de juillet de 18h à 19h30, des visites guidées sont organisées pour observer les traces du passé et constater l'évolution des fouilles. Le week-end du 20 au 21 juillet est lui aussi consacré aux visites du site de 10h à midi, puis de 14h à 18h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Demain, vous retrouvez Victoria Lopez pour une nouvelle édition. Sébastien, je te laisse conclure. Et moi, je vous souhaite de passer une très très belle soirée.